Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, vous le savez, de la grande messe qu'a donnée Berkshire Hathaway avec donc ses deux acolytes qui sont Warren Buffett et Charlie Munger. Quand même, hein, les deux hommes, 90 ans pour Warren Buffett, 97 pour Charlie Munger et ça continue de ne pas se voir. Alors bien entendu on leur souhaite encore de belles années devant eux, mais finalement ce que j'en ai retenu de cette réunion, c'est finalement une espèce de mea culpa en fait de Warren Buffett qui dit qu'il a été surpris d'une part par l'ampleur de la crise, mais quelque part il a été surpris en fait par l'ampleur et la vitesse du rebond. Tout cela en fait, il a été surpris par la capacité de réaction et la rapidité de réaction de la Fed. C'était ce qu'on s'était déjà dit il y a une bonne année, pour celles et ceux qui suivaient déjà les vidéos à l'époque. Il y a une bonne année justement, c'était l'époque où on parlait de Warren Buffett qui avait donc loupé le dip, mais c'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de professionnels qui ont loupé ce creux de marché, et c'est essentiellement, c'est là où c'est assez intéressant, c'est essentiellement donc des débutants et des investisseurs particuliers qui ont profité de ce creux de marché. Et ce que l'on peut retenir également, donc, c'est globalement Warren Buffett qui fait un mea culpa d'une part sur le fait que l'an dernier il a vendu quand même quelques actions Apple. Et puis, bon, concrètement, par rapport aux résultats, il voit que ça a été vendu trop tôt, mais globalement, je veux dire, on ne va pas jeter la pierre. Les résultats de Berkshire Hathaway sont quand même très bons, mais ils sont très bons surtout par rapport au business, pas par rapport finalement à la gestion du portefeuille, puisque ce portefeuille-là, il a énormément de liquidités, hein, on le savait de toute façon. Warren Buffett aime bien attendre les crises, mais elles ont besoin de durer un petit peu pour qu'ils puissent négocier des tarifs préférentiels de ces actions, des dividendes préférentiels, etc. Donc des actions préférentielles. Et finalement, avec la vitesse de la réaction de la Fed, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Ensuite, il s'est pris une bonne baffe sur les compagnies aériennes. Là aussi, il a fait un mea culpa en disant qu'il les avait achetées trop cher, et qu'évidemment, avec la crise, par contre, il n'était pas revenu et il n'allait pas y revenir. Il a dit quelque chose de très intéressant également. Il a dit qu'il n'y avait aucun intérêt pour moi d'accumuler finalement dans la baisse, parce que bon, d'une part, je ne croyais pas à la reprise du secteur de sitôt, et surtout, quand vous avez des gros investisseurs dans des compagnies comme cela, le gouvernement, du coup, a un peu plus de mal à aider ces entreprises-là. Et donc, en fait, ce qu'il a dit en substance, c'est qu'il n'y avait absolument aucun intérêt de renforcer les positions parce que ça n'aurait fait que, entre guillemets, empêcher le gouvernement américain d'aider ces entreprises. Donc ça aussi, c'est un élément que je trouve assez intéressant. Globalement, voilà, c'est beaucoup de mea culpa, j'ai vu, hein, mais quelque part, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on a là quand même deux bêtes dans l'investissement, soit à peu près 65 ans, je crois, 70 ans de partenariat entre Charlie Munger et Warren Buffett, donc énormément d'expérience à eux deux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils sont, je dirais, là, avec toute cette expérience, ils disent, voilà, on s'est planté. On s'est planté, on a trop attendu, on n'a pas su voir l'opportunité. Et en tout cas, pour nous, à aujourd'hui, là maintenant, aujourd'hui, on ne se lance pas, on ne se précipite pas non plus dans de nouveaux achats. Alors certes, ils ont acheté quelques valeurs pétrolières, etc. Ils veulent jouer également l'inflation, donc on joue également cette reprise de l'inflation. Mais globalement, au-delà de cela, ils ne cherchent pas à se surexposer parce qu'ils trouvent le marché dans leur ensemble cher. Et donc, Warren Buffett également a commencé à parler de sa disparition, de sa mort. Évidemment, on lui souhaite le plus tard possible, mais le point que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est justement qu'il dit que à sa mort, il veut que sa fortune soit gérée via des trackers. 90%, il a dit 90% via trackers, 10% via des obligations d'État, et 90% via trackers, évidemment, pas tous les trackers, je ne pense pas qu'il acceptera des trackers ARK par exemple, ou des trackers qui ne sont pas suffisamment diversifiés, on va bien parler de trackers indiciels, donc vraiment sur les indices boursiers, S&P et compagnie. Mais au-delà de cela, également, ce que je trouve intéressant, c'est, si on doit parler de la mort de Warren Buffett, c'est quel serait l'impact sur l'action Berkshire Hathaway. Donc il y a fort à parier, je pense qu'il y aurait un impact court terme, un impact de dire, voilà, de personnes qui ont peur aujourd'hui
que si Warren Buffett disparaît, si Charlie Munger disparaissent, Berkshire Hathaway ne saura pas ce qu'elle est. Et ça, je pense que ça serait une peur court terme qui ferait naître en fait une fenêtre d'opportunité pour celles et ceux qui veulent rentrer dans le fonds d'investissement et acheter du Berkshire Hathaway avec éventuellement une fenêtre de tir. Bien entendu, il ne s'agit pas de profiter de la mort de Warren Buffett, etc. Il s'agit d'avoir cette réflexion, de se dire, lorsque vous avez des entreprises comme ça, qui sont assez dépendantes justement du management, au final, on peut penser que vous allez avoir un trou d'air quand ce management part. Il ne s'agit pas seulement de mourir, mais quand le management s'en va et va chercher d'autres opportunités, etc. Mais ce qu'il faut bien se dire également, c'est que Warren Buffett, il a préparé son départ déjà depuis de nombreuses années. À aujourd'hui également, toutes les décisions ne sont pas prises par Warren Buffett. Donc elles sont certainement adoubées, mais elles ne sont pas toutes prises par lui. D'ailleurs, Charlie Munger était contre la vente, de ce que j'ai compris en tout cas dans la conférence, Charlie Munger était contre la vente d'actions Apple. Donc ensuite, quand vous voyez justement des actions que Warren Buffett n'a pas l'habitude d'acheter, qui rentrent, etc., il faut se dire que c'est une décision collégiale certainement au sein de Berkshire. Ensuite, Berkshire, c'est pas que le portefeuille, comme je vous ai dit, c'est surtout beaucoup de business qui sont rachetés en plein et qui sont aujourd'hui pour pas mal d'entre eux pas cotés, et c'est ça essentiellement aujourd'hui qui fait quand même les profits. Il ne faut pas oublier que la fortune, entre guillemets, de Warren Buffett et du fonds Berkshire Hathaway, c'est également tous les business qui ont été achetés complètement en propre et qui aujourd'hui rapportent énormément au-delà de juste la gestion du portefeuille. Et comme ils se mettent à racheter des actions, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, ils ne voient pas d'opportunité sur le marché, mais ils voient une opportunité dans le fait que les actions de Berkshire Hathaway sont peu chères. Et donc, si on devait avoir cette disparition, etc., on pourrait avoir un trou d'air qui permette de pouvoir acquérir des parts de Berkshire Hathaway à un tarif certainement plus avantageux, plus intéressant. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, juste pour parler non pas de la mort, etc. Et évidemment, je leur souhaite encore de belles années, mais globalement, quand on investit dans une société familiale ou avec un management qui est vraiment important et qui fait le succès, il faut penser à la dimension psychologique des prix également. C'est-à-dire quand ce management disparaît, éventuellement, vous pouvez avoir des gens qui vont vendre juste parce qu'ils pensent que sans le management, la société n'est plus intéressante, le fonds d'investissement n'est plus intéressant, etc. Et donc ça peut les pousser à vendre. Et en poussant à vendre, ça peut donc faire baisser le cours d'une manière plus importante finalement et ouvrir finalement une fenêtre d'opportunité. Pour revenir à ce qui s'est dit également hier, il y a eu des questions qui ont été posées sur le Bitcoin évidemment. Alors bien entendu, Alors Warren Buffett n'a pas trop dit grand chose, c'est plutôt Charlie Munger qui a été plutôt de dire que le Bitcoin n'était pas un cadeau pour la civilisation. Je pense qu'il a dit ça un petit peu dans ces mots-là, puisque c'était utilisé essentiellement pour des activités illicites. Bon. Là, évidemment, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on peut aussi dire que le dollar, aujourd'hui, est une monnaie qui est utilisée pour énormément de choses illicites. Donc, je veux dire, là, il y a un débat sans fin également, et puis on pourrait pousser le vice jusqu'à se dire que le Bitcoin, même si c'est décentralisé, etc., on peut quand même si on le veut vraiment, on peut quand même tracer les choses. Alors qu'aujourd'hui, avec le dollar, etc., vous avez plein de différentes techniques qui peuvent rendre justement le dollar beaucoup plus intéressant d'un point de vue de non-traçage pour des activités illicites que finalement le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Donc ça se discute, encore une fois, mais je pars du principe que voilà, l'argument de juste dire c'est mauvais juste pour cet aspect-là, c'est un petit peu réducteur. Sinon, ils ont quand même agité le drapeau rouge par rapport à différentes choses, par rapport à la valorisation du marché. Donc pour eux, c'est trop cher actuellement. Ils ont agité le drapeau rouge également sur le fait que voilà, il y avait beaucoup d'arnaques. Alors non seulement les arnaques sur les crypto-monnaies, très bien, mais également des arnaques sur les actions et sur le fait que dernièrement, on pousse les investisseurs particuliers à investir de plus en plus, que ce soit dans le Bitcoin, que ce soit dans les petites capitalisations, les actions qui sont volatiles, les SPAC également. Donc ils ont un petit peu tiré à boulet rouge sur tout ça, qui sont des éléments spéculatifs et qui sont pour eux des éléments qui démontrent également que le marché marche un petit peu sur la tête et il va falloir faire très attention justement parce que pour eux ça agite plutôt le drapeau rouge
et le côté bulle et le côté certainement double crise qui pourrait advenir. Bon, quand on regarde un petit peu dans le détail, hein, les SPAC, voilà, c'est rien de neuf, c'est la hausse spéculative et euphorique avec les Wall Street Bets, etc., tout ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois, bon, très bien, on a le même son de cloche ici, mais ce que l'on voit également, c'est que la plupart de ces valeurs-là ont déjà énormément purgé. Alors ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais ça veut dire que voilà, le marché a quand même fait déjà, je dirais, a balayé et a fait un certain nettoyage. Et ce qui est intéressant justement, pour revenir à la structure indicielle, c'est de bien voir que les marchés aujourd'hui, si on regarde les indices et si on regarde le détail, on n'a pas du tout la même notion, hein. Quand on regarde les indices, on pourrait se donner l'impression que c'est survalorisé, qu'on est sur les plus hauts, que tout va bien, etc. Mais quand vous regardez le détail, que vous sortez en fait les grosses pondérations, celles qui font les indices, eh ben vous, comme on avait pu en parler dans différentes vidéos, ben vous vous rendez compte en fait qu'il y a déjà énormément de titres, hein, plus de 60% des titres qui ont déjà corrigé et qui ont déjà balayé quelque part les excès de ce début d'année. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est terminé, mais je pense que c'est important aussi de ne pas regarder le marché par seulement le prisme des indices boursiers, mais en regardant l'ensemble des secteurs et l'ensemble des actions également qui composent des indices beaucoup plus larges. Et c'est là où on se rend compte que voilà, on peut parler de bulles, tout ce que vous voulez, mais que ça va être quand même très ciblé et qu'il y a beaucoup d'euphorie déjà qui était très ciblée sur un certain nombre de secteurs d'activité et de titres, et notamment les SPAC par exemple, où on peut partir du principe que ça s'est quand même bien dégonflé d'ores et déjà. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que c'est terminé, mais voilà, on ne peut pas, je dirais, exprimer que l'ensemble du marché est dans une bulle. Je pense qu'on a un peu plus de complexité que ça aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que j'ai retenu de cette réunion-là, hein. Je serais assez d'accord que pour moi, ce qui agite pour moi le gros drapeau rouge et ce qui est dommage en fait finalement, c'est que la hausse des marchés, la hausse des cryptos, on a énormément d'arnaques, de Ponzi, alors pas forcément des Ponzi au sens strict du terme, mais vraiment des notions pyramidales. Bref, on est en train de pousser au maximum et pour récupérer des frais, pour récupérer des commissions. Il y en a qui se tirent avec la caisse. Je veux dire, vous avez un paquet comme ça d'arnaques. Et bien entendu, je veux dire, tant que les marchés, tant que tout monte, etc., on ne se rend pas compte, mis à part les gars qui se tirent tout de suite avec la caisse, mais on ne se rend pas compte encore de l'objet pyramidal de beaucoup de différents projets et de beaucoup justement d'arnaques qui sont en train qui fonctionnent aujourd'hui parce que vous avez suffisamment de nouveaux entrants. Et à partir du moment où vous réduisez ces nouveaux entrants, et ça viendra également quand les prix baissent, etc., c'est là où vous allez vous rendre compte tout de suite des projets qui sont sérieux et des projets qui ne l'étaient pas. Et c'est là où vous allez découvrir le poteau rose assez rapidement, puisque les prix, d'une manière qui montent comme ça d'une manière pyramidale, peuvent aussi s'écrouler d'une manière pyramidale. Donc c'est bien ça aussi, je pense qu'il faut retenir de cette conférence, même si on le savait déjà, bien entendu, c'est que là, il y a quand même un besoin aussi de faire très attention à où vous mettez votre argent, quel courtier, etc. Pas tout est comparable, pas tous les projets sont comparables, et il faut faire attention, comme d'habitude, quand le rendement qui vous est proposé est énorme, eh ben, il faut regarder à deux fois et y passer un petit peu plus de temps que ce que vous passez à choisir votre prochain canapé. C'est ça vraiment la leçon globalement. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne également pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me dire ce que vous en avez retenu si vous avez regardé la conférence également dans les commentaires ou ce que vous pensez globalement de cette synthèse que j'ai tenté, en tout cas de ce que j'ai retenu moi comme étant important. Je vous retrouve dans les commentaires et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.